Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour le deuxième rendez-vous politique de l'Alliance des tables libres et vivantes. Je voulais tout d'abord remercier la mairie de Gennevilliers qui nous a permis d'investir cette halle magnifique. Le théâtre de Gennevilliers qui nous a bien accueillis aussi et qui nous a aidés à bien profiter de l'espace et du relais de communication. Évidemment, le Youpi et toute son équipe, donc le restaurant, membre de l'Alliance des tables libres et vivantes, qui nous prête non seulement sa cuisine, mais aussi toute son énergie. Donc merci à eux. Et enfin, les centres sociaux de Gennevilliers et d'Asnières, avec lesquels on a préparé les ateliers de cuisine qui auront lieu cet après-midi. Et je voulais enfin témoigner de la reconnaissance de l'association envers la Fondation Charles-Léopold Meyer, qui nous accompagne maintenant depuis 3 ans, sur uniquement nos idées. Donc c'est suffisamment rare pour que ce soit reconnu et on les en remercie. Pourquoi c'est... Merci aussi Julia de nous accompagner toute la journée, mais particulièrement ce matin. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Julia, tu étais déjà présente au premier rendez-vous l'an dernier en milieu rural, là où on avait fait cette première expérience de parler politique à partir de notre métier. Ce matin, je vais vous proposer une petite introduction sur l'état des troupes, l'état de notre métier, en tout cas comment on le ressent dans notre association. Et ensuite, je passerai la parole à Julia qui nous fera une lecture de l'histoire de la restauration et on pourra échanger avec vous et ensemble ensuite. D'abord, pourquoi on a voulu initier ces journées politiques? Parce que très simplement, les 70 cuisiniers qui sont regroupés dans l'Alliance, ce sont des gens qui depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans pour certains, se sont attelés depuis sur tous les sujets de la transition et ont exercé une mutation dans leur quotidien, sur leurs pratiques, leurs liens aux producteurs. Et en gros, les pratiques, ça fait longtemps qu'on les a changées. Faire autrement, bien et bien faire à manger, on le sait le faire depuis longtemps. C'est plus un sujet pour nous. On a même fait un manifeste qu'on peut retrouver ici comme à l'accueil. Et dans ce manifeste, on écrit notre façon à nous de vivre notre métier et dont on le conçoit. Sauf que l'addition de bonnes pratiques ne suffit pas pour vivre de notre métier, et en tout cas ne suffit pas pour acter des changements profonds. Et donc on a bien vu que défendre la biodiversité, les races locales, les semences de variétés de population sont des choses extrêmement importantes dans notre quotidien, mais c'est pas ça qui va changer le monde. Et qu'il fallait qu'on passe à une autre étape. Et les rendez-vous politiques sont là pour poser aussi la réalité de ce qu'il y a derrière la biodiversité, l'écologie, l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne. Donc si le premier rendez-vous était consacré à la convergence des métiers qui nourrissent, donc on avait des paludiers, des éleveurs, des maraîchers et des cuisiniers, aujourd'hui on veut vraiment s'attaquer à l'avenir du restaurant et le point d'interrogation du titre n'est pas anecdotique, puisque aujourd'hui, pour nous, on questionne la fin du restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et peut-être qu'à la fin de la journée, on aura des pistes pour savoir ce qu'il peut devenir. Je vais commencer par le contexte particulier de l'association qui a motivé ce titre. Quand on a fait le tour des 70 restaurants, restaurateurs ou cuisiniers qui font partie de l'association, le mot qui est revenu, c'est on ne sait pas combien de temps on va survivre. Très clairement, et aussi brutalement que ça. Combien de temps on va tenir? Parce que ce qu'on met en œuvre au quotidien n'est pas compatible avec le modèle économique dominant, et encore moins avec le modèle social qu'on nous promet. Donc l'urgence pour nous, c'est de survivre, en attendant qu'il se passe quelque chose, continuer, faire réseau, et aller chercher des nouveaux soutiens chaque fois qu'on peut. Sinon, ce qui peut nous guetter, comme dans n'importe quel réseau, c'est l'aigreur, l'épuisement, le ressentiment et la colère. Et on le voit parfois dans le quotidien de l'association. Un petit exemple. Comment ne pas être en colère quand on se retrouve dans un établissement d'une grande ville du Finistère, 1800 couverts par jour, 3 cuisiniers, tous payés au ras des pâquerettes,
catégorie C, aucun statut, précarité absolue. Par contre, on leur demande de faire des achats locaux, bio, fait maison, sourcés, pour 1,63 € par élève. Comment ne pas se mettre en colère? Donc derrière les grandes promesses politiques, on va relocaliser, on va refaire des circuits, mais avec qui? Comment on accueille les enfants? Comment on leur fait à manger? Et c'est aussi ce qui aide les membres de l'Alliance, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces moments de rencontre et de communauté. Pour arriver à changer nos pratiques, il a fallu aussi qu'on s'émancipe du grand roman national qui nous est servi depuis tant d'années. Tous ces grands chefs qui se retrouvent au festival omnivore de la jeune cuisine à Paris ce week-end, c'est eux qui dictent l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut dire, penser, faire dans les restaurants. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait évidemment, et ça concerne très peu de gens. Mais pour arriver à faire cette émancipation, il a fallu qu'on se nourrisse d'autres choses. Julia nous y a aidés avec son travail sur le concept d'exception culturelle alimentaire dont tu nous parles depuis si longtemps et qu'il faut qu'on commence à incarner. On s'est aussi rapproché d'un tas d'autres penseurs et penseuses, notamment Cynthia Fleury. Quand elle a écrit « Le soin est un humanisme », j'ai pensé qu'on pouvait dire que la cuisine était un humanisme aussi, dans la façon dont nous le travaillait. Vinciane Després, psychologue et philosophe, qui nous parle très bien du rapport au vivant dans son livre « Vivre en oiseau ». On est très loin des recettes et des techniques et de la technologie culinaire, mais c'est bien ça qui nous nourrit, nous, pour penser autrement notre métier. Prosper, que vous entendrez cet après-midi, nous a sensibilisés aux droits culturels. Comment nous, on a aussi des choses à dire, sans qu'on ait besoin d'une tutelle pour nous amener à faire ce que le discours officiel attend. J'ai une petite pensée aussi pour Emmanuel Antoine et surtout Jean-Luc Brault, qui nous ont sensibilisés aux politiques alimentaires et à ce qu'on appelle, nous, le mythe paysan. Et que derrière le mot paysan, il fallait gratter un petit peu plus sur les conditions d'exercice de ce métier. Et ils nous ont sensibilisés à l'histoire du travail derrière la semence. Je pense notamment aussi à Mathieu Hamon, qui est un chanteur et éleveur en Loire-Atlantique, et qui lui dégage une force à la ferme et sur scène pour dire sa version de son territoire. Et ça nous a beaucoup inspiré, notamment l'an dernier. Je pense à Richard Sennett, un sociologue américain qui nous a rendu une forme de dignité quand il dit que le travail manuel, c'est aussi un travail de l'esprit et que l'un sans l'autre ne vont pas. Donc ça nous a beaucoup parlé et ça nous a aidé à prendre une autre place. Je pense à Joseph Andras, qui est un écrivain qui nous parle de colonisation, de lutte et de non-violence. Il vient de sortir un livre sur la lutte d'une chanteuse kurde emprisonnée en Turquie et qui parle de sa culture, des droits culturels, de l'alimentation aussi. Et enfin, je pense à la Convention de Faro qui traite des droits de l'homme, tout simplement. Et voilà, nous, on se nourrit de tout ça. Il y en a plein d'autres que j'oublie, mais en tout cas, on est très très loin des fours frimas, des recettes de mousse, de structures alambiquées dans les assiettes étoilées. C'est important pour nous de remettre le contexte de l'association. Les cuisiniers et les membres de l'Alliance se nourrissent de toutes ces influences. Et les rendez-vous politiques sont là pour traduire ça et le partager avec vous. Comment on en est arrivé là, au constat qu'on a fait dans notre réseau qu'il y avait une urgence et qu'on avait besoin d'écrire un autre récit, c'est un peu ce que va nous inviter à faire Julia après, c'est d'où on vient, comment on en est arrivé là. Moi, je reste convaincu qu'on est dans un métier de servitude et parfois on en est même fier, mais ça pose quand même des questions dans le rapport qu'on a à l'autre, le rapport qu'on a aux gens qui viennent manger chez nous, et notre propre rapport aux questions d'aliénation, de domination et de soumission. On est dans des missions, dans des métiers où on est soumis à un service, une attitude, et comment on se défait de ça, qu'est-ce qu'on en fait. Le cuisinier tout seul ne peut pas y répondre. À quoi il sert ce roman? Pour nous, il sert à faire comme si, à vivre dans un monde comme si la malbouffe n'existait pas. Comme si on pouvait vendre du rêve tout en faisant la promotion de la grande distribution,
Un monde comme si tout le monde mangeait bien. Un monde comme si tout le monde accédait à une alimentation décente. Un monde comme si la formation était excellente en France. On a les meilleurs cuisiniers, donc on a les meilleures écoles, les meilleures formations. Il se trouve que, comme dans les années 80, au bout de 3 ans de diplôme, plus de 50% des cuisiniers sont sortis du métier. Ça n'a pas changé. Aucune différence. Qu'on soit passé chez Ducasse, Bocuse ou le CFA du coin, même résultat. Donc il y a peut-être un petit problème dans la pratique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Dans ce que défend l'Alliance, on est aussi imprégné de l'ambiance de ce qui nous entoure. Je pense notamment au dernier don de Bernard Arnault au Resto du Cœur. Comment ne pas penser à ce que ça peut nous faire à nous, qui travaillons au quotidien à essayer d'imaginer une accessibilité. C'est d'une violence sans nom, sans parler du système que ça cautionne derrière. Je pense à l'enquête de Nicolas Legendre, qui a écrit sur l'agroalimentaire breton et qui s'est fait démonter justement par l'agroalimentaire breton, qui a été décrédibilisé. On l'a taxé de militant. Donc un militant ne peut pas être objectif, il ne peut pas être journaliste. Alors qu'il décrit très bien le système dit mafieux de l'agriculture bretonne. Les algues vertes, je pense que maintenant tout le monde en a entendu parler. Avait lieu la semaine dernière le SPAS, la grand-messe agroalimentaire bretonne et nationale, où le productivisme a repris ses droits, a réaffirmé le besoin de produire en masse, de moins en moins cher, pour coller au problème de l'inflation. Et un dernier exemple de ce qui nous entoure, pour ne pas être dupe de ce qu'il y a autour. En juillet dernier se réunissaient tous les ministres de l'agriculture européens à Bruxelles. Et en bas à droite, sur la photo, il y avait une femme, c'est la seule femme qui était présente. C'était Christiane Lambert, ancienne présidente de la FNSEA. Qu'est-ce qu'elle y faisait? Quel mandat avait-elle? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a sûrement plus d'influence sur cette photo à Bruxelles que nous ici à Gennevilliers. Et puis enfin, sur notre contexte plus professionnel, métier, je voudrais parler quelques instants de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière, dont on a un représentant ici qui a double casquette. Arthur, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. À la fois président de l'UMI du Gers et membre de l'Alliance. Mais je ne peux pas m'empêcher de reprendre les chiffres des dernières élections présidentielles. On a vu qu'une grande majorité des adhérents de l'UMI votaient plutôt Rassemblement national et en même temps appelaient à ces fameuses lois immigration pour régulariser tous les sans-papiers qui sont payés rien du tout dans les restaurants un peu partout. Le président de l'UMI, le président du métier qui, lors des grèves et des manifestations contre les retraites, a appelé à rentrer dans le rang, à rentrer dans l'ordre, rentrez chez vous, venez consommer dans nos restaurants. J'avoue qu'on n'aime pas trop qu'on nous parle comme ça. Et je pense enfin à ces réunions qui avaient lieu pendant le Covid où il était question de l'avenir de la restauration et comment la restauration allait être soutenue pour passer le cap du Covid. Donc il y avait des représentants légaux de tous les syndicats, l'UMI, d'autres syndicats de restauration, et il y avait Alain Ducasse, qui n'a aucun mandat représentatif de qui que ce soit, mais qui était invité à Matignon ou à l'Élysée. Voilà, c'est avec ça qu'on vit. Donc on peut défendre la bonne cuisine accessible à tous toute notre vie. Il ne faut pas être dupe de ce qui se passe autour de nous et on a besoin aussi de se frotter à ces réalités-là. Quelques petits points sur la vie de l'association aussi, avant de vous présenter le programme et de laisser la parole à Julia. C'est sur la façon dont on a construit cette journée. Je vous ai fait part du bilan et de la situation de nos adhérents. Vaut mieux regarder en face plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. C'est évidemment une situation où on est face à une concurrence déloyale avec tout ce qui se fait de low cost un peu partout dans la restauration. On a aussi beaucoup de difficultés à utiliser certains mots.
les mots de développement durable, de dignité, de gastronomie même. Est-ce qu'on a encore le droit de l'utiliser? Est-ce qu'on parle de la même chose? Voilà, le sens des mots, la sémiologie, voilà, on doit vraiment y retourner, se réapproprier des termes, les redéfinir, pour être sûr qu'on ne parle pas de la même chose. Et puis, peut-être que on est un métier aussi qui a un tel besoin de reconnaissance que même dans nos organisations, on peut être confronté à ça. Et alors qu'il y a d'autres urgences, mais en tout cas, construire une journée comme ça demande beaucoup d'humilité et de travail et de rapprochement. Et quand on est dans un métier qui a tellement besoin de reconnaissance, bah parfois c'est un peu difficile à articuler. En tout cas, on s'est juré que autour de ces journées ou autour de notre vie associative, on n'était pas le juge des pratiques. Et que s'il y a des gens chez nous qui font tout très bien, c'est super, mais on ne demande pas à tous les adhérents d'être parfaits et qu'on n'est pas égaux face au territoire et aux situations qu'on a tous les uns les autres. Un dernier mot sur l'organisation de cette journée. Le choix des intervenants a été difficile à faire, non pas pour les qualités qu'on recherchait, mais dans la diversité qu'on aurait voulu. On a eu beaucoup de refus. Donc merci encore Julia d'avoir accepté, merci à Prosper, merci à Hugues, que je reciterai tout à l'heure, mais en tout cas, on a eu beaucoup de refus, et surtout, à force de chercher une légitimité ailleurs, on a toujours l'impression qu'on a besoin que les autres parlent à notre place. Et c'est peut-être là l'erreur qu'on a faite. Puis finalement, c'était bien que les gens nous disent non, parce qu'on a dû puiser dans notre propre réseau. Et vous allez voir beaucoup d'adhérents de l'Alliance qui, contrairement à l'habitude, vont prendre la parole et vont parler en leur nom et commenter les thématiques. Et finalement, c'est peut-être un grand pas pour nous, qu'on arrête d'attendre que les autres valident qui on est et ce qu'on fait, mais qu'on prenne vraiment la parole. Petit bémol, on a quasiment la parité dans notre association en adhérents, autant d'hommes que de femmes. Et vous verrez que sur les tables rondes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà, c'est un vrai sujet pour nous, mais pour nous tous. La prise de parole, la question de la légitimité, eh ben, elle s'oppose aussi chez nous, quoi qu'on en dise. Et voilà, c'est aussi le reflet de ce qui s'est passé dans la construction de ces tables rondes. Voilà, je voulais vous faire un tour d'horizon de l'état des troupes, aussi de ce qu'on ressent du monde qui est autour de nous. Je vais laisser la parole à Julia juste avant le petit enchaînement de la journée. Après Julia, une autre table ronde sur l'emprise de l'agroalimentaire sur notre métier. Après la pause déjeuner, le rôle du restaurant, finalement, à quoi il peut servir d'autre qu'à la performance et à l'ego d'un cuisinier. On terminera par une table ronde où les adhérents appelleront à préciser ce que ça veut dire changer les règles du jeu. Qu'est-ce que nous, finalement, on aimerait comme changement politique et professionnel pour pouvoir vivre autrement nos métiers. Et enfin, je remercie Hugues qui va nous suivre toute la journée, sociologue voisin de Clichy, et qui va, en fin de journée, nous faire sa restitution de ce qu'il a entendu, mais aussi de ce qu'il a ressenti, des discussions qu'il a pu avoir, de l'atmosphère de cette journée. En marge de ces tables rondes, à 18h, il y a la diffusion d'un documentaire qui s'appelle « La part des autres » et qui traite de la question de l'aide alimentaire. C'est Thomas, avec la casquette rouge tout au fond, qui vous amènera à cette séance-là. Et enfin, la grande tablée qui est déjà dressée pour le repas du soir. Ceux qui ne sont pas encore inscrits peuvent toujours le faire à l'accueil. Petite précision, vous avez vu que tout était filmé, donc essentiellement centré sur nous, sur les intervenants. Il y aura des vues d'ensemble, mais en aucun cas il y aura de prise de vue d'individus dans le public. Donc soyez tranquilles, il n'y a pas de diffusion de gros plans sur qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez dire ou encore questionner. Voilà. Merci pour votre attention. Julia, je resterai auprès de toi, mais c'est à toi de jouer. Et je te laisse rebondir sur certaines introductions. Merci encore une fois et merci de m'avoir invité. Alors, tu disais, Xavier, qu'il y avait eu pas mal de refus. Moi, j'accepte toujours vos invitations parce que je pense depuis très longtemps
et je l'ai écrit depuis très longtemps, que la question de l'alimentation, la question de la gastronomie étaient des affaires éminemment politiques et sociales. Et c'est un discours, moi j'ai commencé à travailler là-dessus depuis les années 80, et c'est un discours qui avait un peu du mal à passer parce que ça allait justement à l'encontre de ce roman national qui donne, voilà, la France meilleure, etc. En France, on aime ci, on aime ça. J'y ai moi-même contribué, d'ailleurs, je dois dire. Et très vite, on se rend compte que, évidemment, on ne peut pas isoler ces questions des véritables questions sociétales et politiques. Et lorsque Emmanuel Macron, à son dernier discours, dit « oui, la nourriture est bien une affaire d'État », on se rend compte qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir politique, les pouvoirs politiques, de façon générale dans l'histoire, parlent au nom de, s'engagent dans le domaine de la nourriture, alimentation, gastronomie, etc., agriculture. Bon. C'est souvent pour, évidemment, le commerce extérieur, les exportations, le pouvoir politique, le pouvoir symbolique, le rayonnement de la France, etc. Mais très rarement, les questions sociales sont posées. Voilà, ça c'était déjà la première chose. Donc c'est la raison pour laquelle j'interviens toujours avec grand plaisir dans vos réunions, parce qu'il me semble que les questions que vous posez, même si je ne suis pas du métier, sont fondamentales aujourd'hui. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que lorsque vous m'avez invité et à parler de l'histoire, ma première réaction, ça a été de dire, mais quel est l'intérêt de faire de l'histoire historienne ? On n'est pas dans un cours à l'université, donc qu'est-ce que ça apporte ? Et puis, on en a discuté et on est tombé évidemment d'accord sur aussi ce qui est ma conception de l'histoire, c'est-à-dire que connaître le passé permet de mieux comprendre le présent et de mieux agir sur l'avenir, en réalité. Donc pour moi, l'histoire, c'est ça. Et je ne fais que rarement de l'histoire, je vais dire, érudite, parce que, oui, vous racontez, le premier restaurant a été créé en telle date, en telle rue à Paris, etc. C'est sympathique, mais je ne crois pas que ça nous donne des leviers d'action véritablement sur le présent. Ce sont des choses différentes, hein, je dénigre absolument pas cet aspect des choses, mais je crois que quand on a une vision politique, il faut vraiment essayer d'extraire du passé ce qui nous permet de comprendre aujourd'hui. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand on fait le point sur aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse de l'héritage dont nous sommes victimes. Je ne sais pas, victimes, non, parce que je vais dire, on hérite d'une histoire et c'est comme ça. Maintenant, quand on hérite d'une histoire, il faut bien avoir conscience de à quel moment historique les choses se mettent en place, c'est-à-dire dans quel contexte socio-économique, politique, idéologique, etc., un modèle se met en place qui correspond à, on va dire, j'aime pas employer le mot mentalité, on va dire plutôt aux imaginaires sociaux d'une époque, hein, et donc ça trouve à se développer finalement parce que ça correspond aux aspirations d'un moment. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans des temporalités qui correspondent aux mêmes imaginaires sociaux ? Le restaurant, c'est clair. Il est né, enfin tous les historiens, hein, tous les travaux historiques le confirment, en fait, il est né à la fin du XVIIIe siècle. Bon, je ne vais pas vous donner des dates. Il est né en France, à Paris, à partir de l'investissement qu'avait fait non pas un cuisinier, mais un entrepreneur, donc
on voit qu'il s'agit d'une entreprise, parce que les cuisiniers, eux, ils étaient voués à l'époque à deux types de carrières, finalement. C'était soit ils étaient cuisiniers dans des maisons privées, généralement des maisons nobles, grandes bourgeoises, etc., où ils avaient le statut de domestique, et ça va profondément marquer le statut du métier, soit ils opéraient dans la sphère publique, mais ils n'étaient pas restaurateurs, ils étaient traiteurs. Hein, c'est-à-dire, ils préparaient des plats à emporter. En réalité, on n'a rien inventé. Des plats à emporter, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, toutes les catégories populaires allaient beaucoup chez le traiteur, pour des raisons simples. Souvent, l'habitat dans les grandes villes, parce que c'est un phénomène des grandes villes, n'était pas équipé en cuisine, en cheminée, en feu, etc. Donc les gens ne pouvaient pas toujours préparer des choses à la maison. Et donc, ils allaient prendre des plats, des choses à emporter. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, fin 18e. Le restaurant, quand il naît à la fin du 18e, a le droit de servir, et c'est de là que vient le mot, ce qu'on appelle des mets restaurants. Hein. Des mets restaurants, c'est des mets bons pour la santé, essentiellement des bouillons, des volailles, des choses comme ça. Et donc, ces restaurants se trouvent en fait en concurrence avec les autres métiers de bouche de l'époque, qui sont donc, je l'ai dit, les traiteurs, les rôtisseurs, les taverniers, les auberges, les tables d'hôtes. Très intéressant, les tables d'hôtes, parce que ce sont des tables finalement collectives, hein, où les gens mangent un menu, le plat qu'on leur donne. C'est peut-être ce que vous appelez les cantines aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et donc, et finalement, le restaurant dont on a hérité est né non seulement de cette initiative, mais aussi de la fin des règles des corporations, puisque c'est en 1776 de mémoire, et où là, tous les métiers sont habilités à faire ce qu'ils veulent. Hein, c'est la liberté d'entreprendre qui prime. Et à partir de ce moment-là, le restaurant, qui avait été créé pour servir ces mets restaurants, va être autorisé à servir toutes sortes de mets. Et donc, c'est l'origine du restaurant moderne. Donc, on voit le contexte. Hein, le contexte, c'est la mise en place d'une libéralisation économique, déjà, premièrement. Le deuxième facteur de contexte, c'est que ce restaurant, donc ces restaurants qui naissent avant la Révolution française, vont se multiplier après la Révolution française, parce que des tas de cuisiniers de maisons privées, de maisons nobles, etc., se retrouvent à la rue, au chômage, hein, vu avec la Révolution, l'émigration et les arrestations. Et donc, ils vont se recycler et devenir des entrepreneurs, des cuisiniers entrepreneurs. Et là, alors, on va avoir à ce moment-là déjà plusieurs branches de restauration qui vont se dessiner. On va avoir ces espèces de grands chefs des grandes maisons qui vont pouvoir développer ce qu'on va appeler des restaurants de premier ordre, qu'on appellera plus tard des restaurants gastronomiques, qui coûtent très cher, qui coûtent à peu près, à l'époque, j'ai fait un calcul, je crois un repas coûte à peu près 180 sous. Hein, enfin, je vous dis ça à la louche, hein, il faudrait pas. J'espère qu'il n'y a pas de collègues historiens, économistes ou monétaires dans la salle, parce que c'est vraiment à la louche, mais c'est pour donner un ordre d'appréciation. Un repas dans un grand restaurant comme ça coûte, à la fin du XVIIIe siècle, donc à peu près 180 sous, alors que le revenu d'un Parisien moyen est de 30 sous par jour à l'époque, et d'un paysan est de 3 sous par jour. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée des disparités économiques. Mais on n'a pas que ces restaurants. On a aussi des restaurants plus ordinaires,
qui sont pas forcément plus accessibles parce que le repas coûte entre 20 et 30 sous quand même, c'est bas. Mais dans ces restaurants plus ordinaires, bon, ben voilà, on va servir des mets moins raffinés, on n'aura pas des grands vins, etc. Et puis on va avoir toutes sortes de petits établissements, alors qu'on appelle de catégories complètement inférieures, et là qui sont plutôt ouverts aux gens du peuple, enfin au petit peuple, et où on va avoir ben voilà, la nourriture, j'allais presque dire quotidienne, la cantine, quoi. On a aussi ce qu'on appelait à l'époque les cuisines de plein vent, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les cuisines de rue, hein, qui permettent aussi de manger des plats chauds, voilà. Donc on a une grande variété quand même, on a les crèmeries, enfin on a toutes sortes d'établissements. Et de cette immense variété, finalement, quel est le modèle qui va s'institutionnaliser? Ça va être le modèle du restaurant de premier ordre et du restaurant gastronomique. Voilà. Et là, c'est ça où ça devient intéressant, parce que là, c'est devenu l'image de la France, le rayonnement, l'attraction pour les touristes, etc. Et là, la France a développé une espèce d'identité culturelle autour de ça. Donc, voilà, sur le moment, on est au moment où se développe le libéralisme économique, au moment où la bourgeoisie accède au pouvoir et développe donc son pouvoir politique et son pouvoir idéologique. Et finalement, le restaurant ce restaurant, j'allais dire gastronomique, hein, c'est un mot qu'on n'employait pas, enfin qu'on a commencé à employer seulement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, va correspondre aux aspirations de cette bourgeoisie qui prend le pouvoir. Ça va être un terrain d'épanouissement de son pouvoir symbolique et de son idéologie. Alors si on réfléchit 2 minutes, voilà, j'ai listé un peu les particularités en fait du restaurant par rapport aux autres établissements qu'on pouvait trouver à l'époque. La première chose, donc, c'est qu'on mange quand on veut. On peut manger à toute heure, et parce que dans ces premiers restaurants, il y avait des services à toute heure et jusqu'à minuit. Donc, manger quand on veut, ça veut dire qu'on privilégie l'individu, finalement, par rapport à la collectivité, où on est obligé de mettre plutôt des règles d'horaire, etc. Là, c'est l'individu qui est libre, hein, donc on est non seulement dans le libéralisme économique, mais aussi dans la liberté individuelle. On peut manger seul, et là encore, c'est l'individu qui est au cœur de ce restaurant, ou avec qui on veut, et là encore, c'est l'individu qui choisit avec qui il mange, alors que dans une table d'hôte, on est une collectivité, soit de hasard, soit de pensionnaires, soit de etc. Là non, c'est encore une fois l'individu. Ensuite, on mange ce qu'on veut, puisqu'on a une carte à partir de laquelle on peut faire des choix. Et donc, là encore, primauté de l'individu, à qui on n'impose absolument rien. Et autrement, on a les prix qui sont affichés, libéralisme, entrepreneuriat, etc. On a l'addition à la fin du repas. Et c'est ce modèle-là qui va... alors, on a des tables, évidemment, individuelles, des nappes, ils communiquent aussi ces établissements sur la propreté par rapport à des tavernes ou d'autres établissements plus ordinaires dont on dit qu'ils sont pas propres. Et donc, on voit que l'individualisation qui va de pair avec une idéologie qui se développe à un moment donné, est au cœur de ce modèle du restaurant dont nous avons hérité. Donc on peut se poser des questions sur est-ce que, évidemment, c'est toujours pertinent aujourd'hui de penser les choses de cette façon-là, sachant qu'on n'en a pas fini de l'ère de l'individu,
Et il y a certaines études qui montrent qu'au contraire, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc., on est dans des fausses collectivités finalement, hein, et dans le règne plus que jamais imposé de l'individu. Mais enfin, ça interroge en tout cas. Ça interroge. Je reviens au contexte d'émergence du restaurant dont nous avons hérité, pour donner un troisième et un quatrième facteur qui sont que à ce moment donc du libéralisme, de l'individualisation du droit individuel, etc., on a aussi la mise en place de la société de consommation. Et le restaurant s'intègre complètement à la fin du XVIIIe dans le développement de cette société de consommation et de la consommation du luxe. De la consommation du luxe qui rapporte évidemment de l'argent, hein, qui rapporte des devises depuis les touristes, etc. Et donc, on va tomber à ce moment-là d'un besoin de nourriture à un désir de nourriture. Et la fréquentation du restaurant, pour les élites, va faire partie de leur prestige symbolique, bien sûr, montrer qu'on a de l'argent, montrer qu'on est raffiné, qu'on apprécie les bons vins, les bons mets, etc. Mais aussi, ça va mettre en place, et ce sont des choses qui sont déjà soulignées à l'époque, des clivages sociaux énormes. Parce qu'il faut savoir que dans la décennie révolutionnaire, on a ces élites bourgeoises qui dépensent sans compter dans les restaurants. Et à côté de ça, on a un petit peuple complètement affamé qui est obligé de vivre de l'aide alimentaire de l'époque, hein, et qui étaient ces grandes marmites là où on faisait des soupes d'os. Qui était donc distribué aux pauvres. Et d'ailleurs, Grimaud de la Reynière, hein, un des premiers, ce qu'on appelle gastronomes en France, va à un moment dire la France est devenue un gésier. Hein, parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte que la bouffe. Donc on voit vraiment que c'est une idéologie qui se met en place. Et dernier point que je voulais évoquer, cette idéologie donc qui se met en place avec la société de consommation, la consommation à partir du désir, le luxe, etc., va aussi trouver sa justification dans ce que j'appelle le nouvel hédonisme bourgeois. Alors, on sait, hein, l'hédonisme, hein, c'est un concept déjà qui existe dans l'Antiquité, etc. Mais vous savez, comme tous les concepts, ça évolue, hein, avec toutes les sociétés. Et l'hédonisme bourgeois, c'est très intéressant parce que ça va justifier la jouissance et la consommation de plaisir, finalement. Alors, on avait avant les aristocrates qui mangeaient beaucoup, bien, etc. Sauf que les mots qu'on employait pour aller XVIIe, XVIIIe siècle pour parler de ces gens-là, c'était des gastrolâtres, donc des adorations de la nourriture, des gastromaniaques, donc des gens qui avaient... Donc il y avait que des termes qui étaient souvent très stigmatisants, parce que ça voulait dire que ces élites aristocratiques, finalement, mangeaient beaucoup, dépensaient sans compter pour la nourriture, ne procédaient pas à une redistribution et avaient une jouissance égoïste du plaisir de la nourriture. Avec l'avènement de la bourgeoisie, ce vice va devenir une vertu. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est un économiste du début du XVIIIe qui l'écrit, qui s'appelle Mandeville, et qui écrit que finalement, pour développer l'économie libérale, il faut que les vices deviennent des vertus. Et c'est pour ça qu'avec l'avènement de la bourgeoisie au pouvoir et de l'idéologie dont on a parlé, eh bien, cette surconsommation de nourriture, cette dépense de luxe dans les restaurants gastronomiques, etc., vont devenir une vertu. D'ailleurs, on ne parle plus de gastrolatrie, de gastromanie, etc. On va parler de gastronomie. La règle et la loi
de l'estomac. Donc vous voyez, on est dans des choses plus cadrées, plus positives, j'allais dire. Et pourquoi finalement ce vice est érigé en vertu? Eh bien, là encore, notre président n'a rien inventé en parlant du ruissellement, hein, parce que déjà à l'époque, on parle du ruissellement vers des catégories les plus élitistes, vers les catégories les plus basses du peuple, comme on disait à l'époque. Et donc, finalement, le vice de la gourmandise, l'amour démesuré de la nourriture qu'on va pouvoir développer dans ces restaurants, va finalement servir l'économie collective. Et donc, ça rentre complètement en adéquation avec un moment historique qui développe le capitalisme, le libéralisme, l'individualité, la consommation de loisirs, etc. Donc, c'est de ce restaurant dont on a hérité. Et on voit que, finalement, le restaurant s'insère dans des imaginaires sociaux qui sont propres à une époque. Et je reviens à ce que je disais au début, la question qu'on peut se poser, c'est que ces imaginaires sociaux qui étaient propres à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, est-ce qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, ils sont toujours en adéquation avec nos propres imaginaires sociaux? Et c'est peut-être pour ça que maintenant, il y a une espèce de clivage avec ces grands restaurants, ces grands chefs, etc., qui continuent à faire le rayonnement, la société de consommation, le luxe, etc., etc. Et puis, où les autres restaurants ont du mal à trouver leur place et à trouver leur clientèle, justement parce que peut-être que les aspirations du moment ne sont pas les mêmes. Alors, c'est vrai qu'on assiste à des mutations économiques, sociétales, sociales, voire politiques, extrêmement importantes, et qu'il faut sans doute réfléchir aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on doit l'appeler le restaurant encore, je ne sais pas, mais on doit en tout cas réfléchir cet établissement ou ce service, je ne sais pas comment on doit appeler ça, à l'aune, j'allais presque dire, des forces de l'histoire. Hein, c'est-à-dire voir quelles sont les forces qui ont propulsé ce modèle et aujourd'hui quelles sont les forces qui sont en place et qui nous permettent de développer d'autres modèles, si tant est que les individus puissent lutter contre les forces de l'histoire. Voilà. Merci. Juste avant qu'on démarre la table ronde, tu as évoqué ce fameux discours de Macron de 2017 qui est tenu, je le précise pour le contexte, à l'Élysée, donc sous les ordres de la République, face à un public où au premier rang vous avez tous les étoilés, les cols bleu, blanc, rouge, et juste derrière vous avez tous les cuisiniers, les cantiniers de la République, des collèges, des lycées, des communes qui sont présents. Et son discours est saisissant parce que pour que ce restaurant dont tu as parlé, dont on a hérité, existe, il faut bien que derrière, il y ait un modèle social qui soit contraint. Et si tu veux bien reprendre ce qui est dit dans ce discours, c'est édifiant sur ce que je vous disais tout à l'heure, des questions de soumission, de domination, d'aliénation et de règles sociales au service d'un modèle de restaurant. Oui, alors là, c'est vrai que c'est plus en lien avec le statut de cuisinier, c'est-à-dire que c'est vrai que on a des gouvernants et des politiques qui mettent souvent en avant le modèle le plus élitiste, l'excellence, etc. Et on sait que c'est parce que très clairement, ils nous expliquent que c'est ce qui rapporte de l'argent. Donc très souvent, ils font la relation avec l'industrie de la haute couture en disant que c'est celle qui rapporte le plus d'argent et que donc, eux, doivent développer le modèle élitiste en gastronomie parce que c'est ce qui rapporte de l'argent. Bon, sauf que le vêtement, c'est pas la nourriture, même si on a besoin de se vêtir voilà. Je veux dire, c'est pas la même chose que le besoin de nourriture, c'est pas la même chose que ce goût physiologique que nous avons, enfin, etc. Donc on peut pas, pour moi, mettre les choses sur le même plan, mais c'est leur point de vue, c'est vraiment leur point de vue. Donc ils s'intéressent très peu aux autres aspects hein, des choses. Et alors là, c'est vrai que donc, il parle toujours de rayonnement, etc., etc. Et il parle du statut,
tout à l'heure, je rappelais que les cuisiniers, au départ, c'était des domestiques ou des entrepreneurs quand ils étaient traiteurs ou ce qui sont devenus restaurateurs. Et pendant très longtemps, ils ont été considérés toujours comme des domestiques. Et il y a eu une longue lutte des cuisiniers pour faire valoir leurs droits, travailler dans des conditions dignes, avoir des secours mutuels, avoir toutes sortes de choses, parce que c'était déplorable jusqu'à Escoffier, jusqu'au début du XXe siècle. La situation des cuisiniers était déplorable. Escoffier et d'autres ont fait faire quelques progrès, mais c'est vrai que la situation n'est pas joyeuse dans les cuisines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le président parle et exalte ce métier, donc les journées qui commencent tôt, qui finissent tard, le temps qui n'existe pas, la fatigue qui n'existe pas, l'exigence qui fait que la récompense, c'est le sourire du consommateur. Et puis, il termine en disant donc que c'est un métier qui est dans la dignité, et je cite, une dignité irremplaçable. Elle ne se calcule pas en argent. Elle ne se calcule même pas toujours en médailles. Elle se calcule à la reconnaissance de vos proches. Celles et ceux qui travaillent avec vous, celles et ceux qui goûtent votre cuisine et vous donnent tous les jours, etc. Bon. Et donc, c'est assez extraordinaire de servir à ces cuisiniers un discours comme quoi finalement la récompense des heures de travail, de la fatigue, des heures qu'on ne compte pas, etc., ça se calcule en reconnaissance symbolique. Voilà. Donc ça, je trouve que ça fait énormément réfléchir à la façon dont on continue à voir le métier de cuisinier. Au fond, c'est toujours un peu des domestiques, mais des domestiques à qui on va reconnaître une certaine dignité et envers lesquels on va faire des signes de reconnaissance symbolique, comme par exemple les recevoir à l'Élysée par le président qui va leur serrer la main. Ultime signe de reconnaissance symbolique. Voilà. Donc ça pose un peu la base de vos réflexions. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage, et effectivement l'héritage est important à prendre en compte quand on veut imaginer autre chose. Est-ce que certains d'entre vous voudraient réagir? Prosper. Ta question, Prosper, c'est de questionner le choix du mot gastronomie, et pourquoi on y a fait référence, et aussi comment on considère la fonction d'accueil de ces lieux-là. Julia? Il n'a pas été choisi, en fait. Il s'est imposé. Il y avait des tas d'autres mots, même ce qu'on appelle le gastronome Grimaud de la Reynière, lui écrit aussi à le terme gastronomophile. Celui qui aime la nourriture, en fait. Et c'est gastronomie qui va s'imposer, en fait, et le mot rentre dans le dictionnaire de l'Académie française en 1835. Donc, c'est un peu tardif. Alors que le mot est employé par un poète, Berchoux, qui en fait, et c'est un mot qui vient du grec, qu'on a dans des fragments de textes d'archestrates qui nous sont parvenus. On ne savait pas du tout ce que ça voulait dire pour les Grecs. Donc, mais c'est ça où c'est intéressant, c'est que l'époque de Berchoux et de ses successeurs, Brillat-Savarin, etc., ont mis dans le mot l'idéologie du moment. Et donc, ont évacué progressivement les autres termes qui ne correspondaient pas aux imaginaires sociaux du moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des imaginaires sociaux qui valorisent le goût de la bonne chair, de la table, des bons mets, des vins fins, enfin, etc., on ne peut plus parler de gastromanie ou de gastrolâtre. Donc là, c'est établi, et ce mot gastronomie correspond à ça. Et finalement, progressivement, ce qu'on a appelé au XVIIIe les restaurants de premier ordre, eh bien, se sont adjoints finalement ce terme, parce que avec des règles.
des règles de l'estomac, des règles de la table, des règles du service, des règles de comment on consomme, dans quel contenant, enfin, etc. Comment on se tient à table, enfin, etc. Comment on fait le service, quel est l'ordre des mets, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, voilà, ce mot s'est imposé. Et c'est ça un peu que moi j'ai travaillé. Il s'est imposé justement parce que il accompagne, il correspond aux imaginaires sociaux qui se mettent en place à un moment de l'avènement d'un nouvel ordre politique, économique et social. Et voilà. Donc, il faut peut-être s'interroger sur quel est notre ordre aujourd'hui et quel mot correspondrait à ce que nous vivons. Est-ce que c'est le mot cantine, par exemple? Je ne sais pas. En tout cas, il y a la place pour nous, pour inventer autre chose. Si j'ai bien compris, la question, elle pose la question de la relation entre le cuisinier et le mangeur, et la défiance qu'il peut y avoir, et la façon dont on le remet à sa place dans son rôle de servitude. Oui, je pense que le constat est tout à fait intéressant, et c'est vrai que cette confiance envers le cuisinier est importante. C'est vrai qu'on peut nous empoisonner. Vous pouvez nous empoisonner, quoi. C'est une réalité. C'est d'ailleurs assez extraordinaire qu'il n'y ait pas beaucoup d'empoisonnement, je trouve. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais ce n'était pas... ouais, c'était un accident, comme ça peut arriver dans l'agro-industrie aussi. Voilà. Et après, je ne sais pas si c'est la docilité, je ne sais pas, mais on sait de façon générale que souvent de toucher le pouvoir ou d'être touché par le pouvoir, ça donne, ça permet de faire baisser les contestations. Hein, et c'est pour ça que, par exemple, après les Gilets jaunes, etc., il y avait eu toutes les tournées pour faire parler les gens. Donc, je disais tout à l'heure à Xavier, c'est un peu l'héritage du roi au Moyen-Âge qui touchait les écrouelles et qui les guérissait. Et donc là, il suffit de toucher ou de parler pour guérir les fractures sociales, finalement. Et on est un peu là-dedans plutôt, à mon avis. Mais bon, ce n'est que mon avis. Une dernière question, si vous le souhaitez, Arthur. Ta question, Arthur, si je résume bien, c'est la relation avec le service et la façon dont c'est annoncé et cette question de confiance dans le lieu. Oui. C'était la question en fait du maître d'hôtel. Hein. Finalement, il y a toujours eu ceux qui travaillaient en cuisine et ceux qui préparaient, que ce soit qui proposaient le service, et dans les grandes maisons comme dans les restaurants. Et finalement, les restaurants ont repris les rituels des grandes maisons. Après, on n'a pas les mêmes exigences de service, parce que justement, à la fois le décorum, le rituel de consommation, tout ça correspond à une symbolique à un moment d'une catégorie, la bourgeoisie, qui prend le pouvoir et qui a besoin de tous ces signes extérieurs, de tous ces rituels pour asseoir son pouvoir symbolique, en fait. Et le restaurant va complètement de pair avec ça, et le service fait partie de ça. Donc, par rapport à ça, le statut des maîtres d'hôtel, etc., c'était aussi considérés comme des domestiques. Alors aujourd'hui, les maîtres d'hôtel aussi, enfin les maîtres d'hôtel, je ne sais pas comment on appelle ça, les serveurs, ont d'autres approches, hein, ils sont plus présents. Enfin, c'est un métier qu'on essaye de valoriser parce qu'il est très dévalorisé, mais à l'intérieur même de ce métier, il y a plus de choses, parce que les cuisiniers trouvent souvent qu'ils ont plus de reconnaissance qu'eux, puisqu'ils sont au contact du client et qu'eux sont en cuisine, d'où la restitution d'une reconnaissance aux cuisiniers qu'on fait venir en salle pour l'applaudir, enfin, ou qui fait son tour des clients dans les grands restaurants, etc. Mais c'est sûr que à partir du moment où on n'a plus tous ces rituels
qui valorise symboliquement les acteurs professionnels de ces métiers. Dans d'autres restaurants, par exemple, je sais pas, moi, dans les auberges, dans les tavernes, mais pensons même au début du XXe siècle, chez les mères lyonnaises, il n'y avait pas tout ce protocole du service. Dans des tas de petits restaurants familiaux, il n'y a pas ce protocole. Le service se fait de façon beaucoup plus en interaction vraiment avec le client, et la relation qui s'établit n'est plus du tout symbolique, elle est beaucoup plus vraie et sincère. Mais ça, encore une fois, ce sont des modèles qui ont peut-être un peu... Même si ce type de restaurant existe encore, mais ce n'est pas ceux dont le modèle est valorisé. Et enfin, il me semble. Merci beaucoup. Je suis désolé pour la table ronde suivante qui a été retardée. Merci beaucoup, Julia. On vient d'aborder un point qui fait un pont avec la table ronde du début d'après-midi, justement sur la fonction du restaurant, le service. On parle beaucoup de cuisiniers. Je voudrais juste rappeler que oui, on a beaucoup d'exemples de la cuisine, mais il y a dans l'Alliance, dans l'association, les autres métiers de la restauration dont les problématiques sont abordées aussi. Donc merci à vous. On fait une petite pause de 10 minutes et on redémarre avec la prochaine table ronde. Merci.